On se penche aujourd'hui sur un livre avec un titre qui sonne à la fois comme une promesse et un avertissement. Oui, un titre qui interpelle vraiment. Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays. C'est une plongée dans une idée assez vertigineuse en fait. L'idée qu'on vivrait une transition, disons, aussi fondamentale que l'invention de l'agriculture ou la révolution industrielle. Mais en beaucoup, beaucoup plus rapide. Exactement. La révolution numérique ne change pas seulement nos outils, elle changerait les règles du jeu de la citoyenneté elle-même. C'est tout à fait ça. Le livre pose une question qui était impensable il y a encore 30 ans. Et si notre pays de naissance n'était plus une fatalité? Une fatalité, oui. Si, grâce à la technologie, on pouvait se défaire de ce que l'auteur appelle la tyrannie de l'endroit. L'idée, c'est de choisir son lieu de vie non plus par défaut, mais comme on choisirait un service. En cherchant le meilleur rapport qualité-prix, si on peut dire. Voilà. En termes de liberté, de fiscalité, de qualité de vie et de bonheur, finalement. Et en fait, le livre parle directement aux gens qui ont ce sentiment un peu diffus, vous voyez, l'impression que le contrat social est un peu rompu. Oui, On paie toujours plus d'impôts, mais les services publics, on a l'impression qu'ils se dégradent. On sent que l'ambiance générale se tend. c'est ça. Ça s'adresse aux entrepreneurs, bien sûr, aux employés qui ont découvert le télétravail, mais aussi plus largement à tous les esprits curieux qui se demandent s'il n'y a pas une autre façon de vivre au XXIe siècle. Tout à fait. L'auteur Olivier Roland y part de son expérience personnelle. C'est ce qu'on appelle un nomade numérique depuis des années et il a voulu décortiquer comment Internet est en train de dynamiter les fondations même de l'État-nation. D'ailleurs, son propre déclic pour partir de France, c'est une anecdote qui résume assez bien tout le propos du livre. Ah oui, cette histoire est assez parlante. Elle est incroyable. Un courrier de l'administration qui lui réclame, par erreur, 95 000 euros. C'était la quasi-totalité de la trésorerie de sa boîte. Une simple erreur informatique. Une erreur qui aurait pu le mettre sur la paille. Et c'est ce qu'il a appelé la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais ce qui est fou, c'est de se dire comment un bug administratif, une chose presque banale, peut devenir le symbole d'une révolution mondiale. Parce que ce bug, en fait, il illustre une fragilité et une lourdeur du système. L'idée centrale du livre, c'est que le pouvoir des États-nations, depuis des siècles, il repose sur un pilier fondamental. L'immobilité des gens. L'immobilité de la population, exactement. Les gens naissaient, travaillaient, payaient leurs impôts et mouraient au même endroit. Le capital était physique, les usines étaient ancrées dans le sol. Mais ce pilier, aujourd'hui, il est en train de s'effondrer. Il ne s'effondre pas, il se pulvérise, si on en croit le livre. C'est un peu ça. La préface d'Éric Larchevêque, le cofondateur de Ledger, le dit très bien. Il explique que des technologies comme Internet et plus récemment les cryptoactifs sont par nature transnationales. Elles ne connaissent pas les frontières. Voilà, et elles viennent grignoter les prérogatives des États comme le contrôle des capitaux ou de l'information. L'exemple le plus visible aujourd'hui, c'est le télétravail. Ça a donné à une partie de la classe moyenne une liberté géographique qui, il y a 10 ans, était le privilège quasi exclusif Des ultra-riches. des ultra-riches, exactement. Et c'est là que ça devient concret. Le livre ne reste pas dans la théorie, il nous présente des cas d'études qui sont assez stupéfiants. Oui, et c'est ce qui rend l'analyse très très parlante. On découvre le parcours de Brian, un développeur canadien. Son entreprise voulait qu'il revienne au bureau après la pandémie. Le grand classique, Le grand classique, il a négocié pour garder son poste en télétravail et il est parti s'installer à Dubaï. Résultat, 0% d'impôt sur le revenu. ah oui, forcément. On a aussi Philippe, un psychologue australien qui vit à Bali sur la plage et qui fait ses consultations par visioconférence avec ses patients en Australie. Ou encore l'histoire de Kamal, un entrepreneur marocain qui vit en Pologne, emploie des freelances partout dans le monde et dont la majorité des clients sont en France. Ce que ces exemples montrent, c'est une déconnexion totale entre le lieu de résidence, le lieu de travail et la source des revenus. Exactement. Et pour un État dont tout le modèle fiscal est basé sur la géographie, ça doit être un cauchemar. C'est une disruption fondamentale. Le livre avance un chiffre qui donne le tournis. Oui, Dans les pays occidentaux comme la France, les États-Unis ou le Royaume-Uni, les 10% des contribuables les plus riches, qui sont aussi par définition les plus mobiles, oui. paient entre 60 et 70% de la totalité de l'impôt sur le revenu. C'est énorme. Alors imaginez l'impact si ne serait-ce qu'une petite fraction de ces personnes décident de partir légalement en changeant de résidence fiscale, les finances publiques de leur pays d'origine s'effondrent.
Mais attendons, est-ce que ce phénomène ne concerne qu'une micro-élite? On parle de Brian à Dubaï, de freelance. Quel est l'impact réel? Est-ce qu'on a des chiffres qui montrent que c'est plus qu'une simple anecdote? C'est une excellente question. L'auteur soutient que ce n'est que le début de la vague. Ce qui était l'apanage des millionnaires devient accessible à un développeur, un graphiste, un consultant. C'est la classe moyenne supérieure et créative qui gagne cette mobilité. C'est ça. Et au-delà des impôts, il y a un autre socle qui est touché, le droit du travail. L'auteur explique par exemple que sa propre équipe est composée d'une trentaine de freelances répartis dans le monde. 30 freelances dans le monde entier. Ça veut dire pas de charge sociale française, pas de congés payés à la française, rien de tout ça. Précisément. Quand il travaille avec un prestataire au Maroc, en Inde ou en Espagne, son entreprise n'est pas soumise au code du travail français. C'est une forme d'arbitrage réglementaire. C'est ça, rendu possible par Internet. Le livre ne le présente pas comme un jugement moral, bon ou mauvais, mais comme une tendance de fond, inéluctable. Il dit que le télétravail est en train de faire au col blanc ce que la désindustrialisation a fait au col bleu il y a 30 ou 40 ans. On a donc un tableau assez anxiogène pour les États, mais plutôt exaltant pour certains individus. J'imagine que le livre ne s'arrête pas au diagnostic. Comment est-ce qu'on passe de la théorie à la pratique? Exactement, la deuxième moitié du livre, c'est un véritable mode d'emploi. L'idée, c'est de passer d'un statut de monopays, où toute votre vie dépend d'une seule juridiction, à un statut de multipays. D'accord. Et la première étape, la plus fondamentale, c'est de s'internétiser. S'internétiser, c'est un néologisme intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire rendre son activité professionnelle la moins dépendante possible d'un lieu physique. Le livre établit une sorte de hiérarchie des niveaux de liberté. Une pyramide en quelque sorte. C'est ça. Au plus bas, vous avez le plombier ou le chirurgien qui doivent être présents physiquement. Au sommet, vous avez l'écrivain, le programmeur ou l'investisseur, dont le travail peut être fait de n'importe où et même de manière asynchrone, sans contrainte de fuseau horaire. Et entre les deux, il y a toute une zone grise. L'objectif, c'est de se rapprocher du sommet de cette pyramide de la liberté. D'accord. Une fois cette liberté professionnelle acquise, quelle est la stratégie CIR? Le livre parle de défense asymétrique pour structurer sa vie. C'est le cœur de la méthode pratique. Il s'appuie sur ce qu'on appelle la théorie des drapeaux. L'idée est d'une simplicité désarmante, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le vieil adage. Voilà, un citoyen normal a tous ses drapeaux plantés au même endroit. Sa nationalité, sa résidence fiscale, son entreprise, ses comptes en banque, son lieu de vie, tout est en France, par exemple. Il est donc à la merci d'un seul gouvernement. Complètement captif. La théorie des drapeaux, c'est de diversifier ces aspects de sa vie dans différentes juridictions pour maximiser sa liberté et minimiser les risques. D'accord, le concept est clair, mais ça semble incroyablement complexe en pratique. Concrètement, quels sont ces drapeaux et comment est-ce qu'on les sépare? Le livre donne des pistes sur comment une personne normale, disons un développeur freelance, peut commencer à démêler tout ça. C'est là que ça devient fascinant. Le livre décompose ça en 5 drapeaux principaux. Le premier, c'est la nationalité, votre passeport, qui vous donne le droit de voyager et de résider. Ok, le plus évident. Le deuxième, la résidence fiscale, le pays où vous déclarez et payez vos impôts. Et ce n'est pas forcément là où vous vivez. D'accord. Le troisième, le pays de votre business, où votre société est enregistrée. Le quatrième, le pays de vos actifs, où vous placez votre argent, vos comptes pour les protéger. Et enfin, le cinquième drapeau, ce sont les terrains de jeu, les pays où vous passez réellement votre temps. 5 drapeaux à séparer. Ça reste assez abstrait. On a un exemple concret pour illustrer? Oui, celui de Kevin, un développeur freelance. Il est très parlant. Premier drapeau, sa nationalité. Il est belge. Son passeport européen lui donne une grande liberté de mouvement. Ok. Deuxième drapeau, sa résidence fiscale. Il a obtenu une résidence de papier à Hong Kong, où l'imposition sur les revenus de sources étrangères est de 0%. 0. Troisième drapeau, son entreprise située enregistrée au Royaume-Uni pour la simplicité administrative. Quatrième, ses actifs, diversifiés dans des banques à Singapour et en Suisse. Et enfin, son terrain de jeu, il voyage toute l'année en Asie du Sud-Est, au gré de ses envies, sans jamais rester assez longtemps dans un pays pour y devenir résident fiscal. C'est un cas extrême, mais on comprend la logique. Il n'est le client captif d'aucun pays. Chaque aspect de sa vie est optimisé séparément. Exactement. Et le livre insiste sur un point psychologique clé.
Le pays qui a le plus de pouvoir sur vous, celui qui vous considère le plus comme acquis, c'est votre pays d'origine. C'est de lui qu'il faut se débrancher. C'est de celui-là qu'il faut en priorité se débrancher en diversifiant ses drapeaux. L'idée n'est pas forcément de tout faire comme Kevin du jour au lendemain, mais de commencer à planter 1 ou 2 drapeaux ailleurs pour créer de la résilience. Donc si on suit cette logique jusqu'au bout, on comprend que l'auteur ne décrit pas juste une astuce pour payer moins d'impôts. Il suggère que l'entité même qui nous gouverne depuis 300 ans, l'État-nation, a un modèle économique qui est en train de devenir obsolète. C'est ça le véritable enjeu. Absolument. La dernière partie du livre se projette dans le futur et c'est là que ça devient de plus vertigineux. Il explore des futurs possibles comme les charter cities. Les cités franches, en quelque sorte. Oui, des projets de villes nouvelles, souvent en partenariat avec un pays hôte, qui auraient leurs propres lois, leur propre système de gouvernance, conçus pour être plus efficaces et attractives. Un peu comme des start-up de la gouvernance, si je comprends bien. C'est une bonne analogie. Et il va encore plus loin en abordant le concept des États-réseaux de Balaji Srinivasan. C'est l'idée fascinante qu'une communauté en ligne, unie par une idéologie ou des valeurs, pourrait lever des fonds, construire une économie et à terme acquérir des territoires pour finalement être reconnu comme un État. Un État sans territoire physique contigu? C'est ça. Et pour l'auteur, la communauté mondiale des nomades numériques est déjà une sorte de proto-nation. Ils partagent des valeurs, des modes de vie et se sentent souvent plus proches les uns des autres que de leurs compatriotes sédentaires. On comprend mieux le sous-titre du livre. Plus libre, plus heureux et moins taxé. Ce n'est pas juste un slogan marketing, ça décrit un changement total de paradigme. Absolument. Il ne s'agit plus de subir le système dans lequel on est né, mais de reprendre le contrôle en choisissant activement les règles qui régissent sa vie. C'est un véritable appel à l'action individuelle. Le message du livre est clair. Pour la première fois dans l'histoire, une part non négligeable de l'humanité a les outils pour mettre les États en concurrence. C'est une opportunité historique de conquérir une plus grande liberté. Mais une opportunité qui a un coût. Elle demande de l'audace, de l'éducation et une sortie radicale de sa zone de confort. La liberté, nous dit le livre, ne se reçoit pas en cadeau, elle se conquiert. C'est une pensée vraiment puissante. Et au final, le livre nous laisse avec cette perspective historique. Il rappelle que l'État-nation moderne, avec ses frontières, ses passeports, c'est une invention relativement récente. Oui, Elle est née en grande partie grâce à une technologie importante, l'imprimerie, qui a permis de créer ce que l'historien Benedict Anderson appelait des communautés imaginées. des gens qui ne se verront jamais, mais qui se sentent appartenir à une même nation. Exactement, grâce à une langue et une culture communes diffusées par l'écrit. Et c'est là que réside la question provocatrice qui sous-tend tout l'ouvrage. Si Internet est la nouvelle imprimerie, mais sous stéroïdes, une technologie infiniment plus puissante, quelle nouvelle forme d'organisation humaine est-elle en train de faire naître sous nos yeux? Et la question qui nous est posée n'est pas seulement théorique, elle est personnelle. Oui. Quel rôle chacun choisira de jouer dans cette transition? Celui de sujet passif d'un système hérité du passé? Ou celui de citoyen actif et d'architecte d'un monde où l'allégeance ne sera peut-être plus dictée par le lieu de naissance, mais par un choix conscient?